Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. La question de la mémoire liée à un génocide est présente depuis longtemps de façon quasi permanente dans le paysage culturel et politique occidental. Non sans débat entre la pensée indiscutablement nécessaire et la trouver trop envahissante. Celle de l'enfant mérite une attention particulière puisque c'est aux jeunes que s'adresse l'élaboration de la mémoire à transmettre. La mémoire des enfants victimes de génocide a sa spécificité, et c'est dans l'articulation de ces deux éléments que j'aborde la question mémorielle qui leur serait propre. Le phénomène génocidaire relève de la politique, l'histoire, l'anthropologie, et la psychanalyse ne saurait en être exclue dans la mesure où on distingue mémoire collective et mémoire subjective, celle du sujet, laquelle ne peut se réduire ou s'assimiler pour lui à celle d'un groupe, si fondamental soit-il à l'identification que cette mémoire collective lui permet d'y trouver. Le rôle du psychanalyste est de rendre possible aux formations de l'inconscient, notamment aux symptômes et au mal-être liés à la rencontre avec ce réel du génocide, d'être lu et reconnu dans une parole de sujet, qui participerait à le libérer des effets à la fois de l'emprise traumatique et des multiples avatars du sentiment de culpabilité. Dans la mesure aussi où en dehors des problèmes liés au trauma lui-même, la mémoire qu'il génère peut produire ses propres composantes traumatogènes sur plusieurs générations. Il s'agira d'examiner quelques points de la fonction mémorielle en général, notamment celui qui se rapporte à l'expérience de ceux qui ont été des enfants ayant pu être cachés pour être protégés de l'extermination par les nazis. La mémoire de ces enfants en a fait un signifiant, enfant caché. La mémoire infantile s'inscrit par ailleurs dans les écrits laissés par des adolescents au cours ou après les génocides, ou encore dans l'après-coup de l'âge adulte, et dont les publications sont de plus en plus nombreuses. Et cette mémoire se construit aussi dans les témoignages notamment en milieu scolaire tenus par d'anciens déportés qui, enfants, n'ont pas pu être protégés de la déportation. Il est à remarquer que ces témoignages montrent à quel point la mémoire y est dominée par la relation d'abord aux parents, et plus largement à la famille dans les séparations et les deuils. Relation structurante du monde de l'enfant, au point le plus douloureux de son effondrement dans le génocide. La famille est aussi l'un des deux termes du caractère composite de la fonction mémorielle. Là, elle y est transmise, et à l'extérieur de la famille elle sera acquise par le biais de l'école et des autres éléments du lien social. Dans le premier cas, l'inconscient entre plus en jeu dans la mesure où ce qui est transmis ne peut l'être qu'en partie consciemment du fait, entre autres, des éléments enfouis dans les secrets de famille, lesquels sont pensés être difficiles ou impossibles à dire aux enfants. Eux dont le savoir inconscient, donc insu, ne pourrait passer à la connaissance sans dommage imaginé ou tout à fait réel. Ce qui amène le sujet le plus souvent à l'adolescence, au désir de savoir ou ne pas savoir, non sans effet. J'envisagerai donc ce qui fait obstacle à la mémoire et à sa transmission, que ce soit du fait des discours fallacieux des génocidaires ou des négationnistes qui n'en font qu'un, ou de l'aspect possiblement traumatisant de la transmission elle-même, qui se doit, pour l'éviter, d'être correctement ajustée, en particulier au très jeune public. Le poids fondamental du discours tout au long du phénomène génocidaire, dans sa genèse, son déroulement et ses suites, nous amènera à un long développement sur son langage et sa langue. Au décours de celui-ci, je m'attarderai sur l'exemple du signifiant juif, et choisi parmi de nombreux autres, celui de médecin dans la mesure où il est un indice majeur de l'effondrement de la signification d'un grand nombre de signifiants avec celle de l'éthique notamment dans les sociétés génocidaires nazies et Khmer rouge. La psychanalyse nous permet d'envisager les aspects cliniques liés au traumatisme du génocide et à sa transmission de façon générale, et aussi dans un registre plus monographique. Pour ce faire, deux concepts psychanalytiques me paraissent plus particulièrement aptes à essayer de rendre compte du rapport du sujet à un trauma génocidaire. Le réel au sens lacanien dans ce qu'il se définit comme un insaisissable par le langage, ce que les difficultés rencontrées pour parler de génocide nous montrent constamment. Et le concept freudien d'Unheimlichkeit, inquiétante étrangeté, qui s'articule avec celui de réel dans ce que le génocide a de terriblement inquiétant et aussi d'étrange dans sa part d'énigmatique irréductible. La création artistique et littéraire peut parvenir à approcher ou entamer ce réel, de par le détour sublimatoire qui la caractérise.
J'en donnerai quelques exemples qui illustreront le fait qu'on peut évoquer ce thème si difficile, en y travaillant sous plusieurs abords. On ne s'étonnera pas qu'un psychanalyste, dans ce travail, ait choisi de l'écrire sur un mode qui se rapproche plus de l'association d'idées au principe du fonctionnement d'une psychanalyse que du déroulement discursif. Par ailleurs, le terme enfant sera souvent employé par commodité aussi, pour adolescents. Première partie. Propos généraux sur la mémoire du génocide chez les enfants. 1. Éléments structuraux, complexité de ces mécanismes. S'interroger sur ce point avec la psychanalyse de l'enfant permet d'aborder deux questions articulées entre elles. Celle des effets du traumatisme chez l'enfant et l'adolescent, thème fondateur de la psychanalyse chez Freud. Ici en l'occurrence celui du traumatisme provoqué par un génocide sidérant le sujet qui en est victime. Puis celle de la mémoire, signifiant difficile à saisir quand c'est la fonction qui produit les souvenirs, et en même temps c'est l'ensemble des souvenirs et des oublis qui la constituent, avec un M majuscule, devenu depuis 30 ans un trait fondamental des sociétés occidentales dans un rapport au passé qui fait symptôme. Elle est du côté du vrai d'une parole de sujet, de son savoir conscient et inconscient, là où le réel de la science historique se fonde essentiellement sur des documents écrits, principalement des archives. Ce qui ouvre sur la question « Comment l'enfant est-il inscrit et s'inscrit-il dans le discours mémoriel ?» Car c'est bien d'un discours qu'il s'agit, pris dans les effets de langage et ses avatars dont l'inconscient ne saurait être exclu avec ses dimensions réelles, imaginaires et symboliques. Quand on parle de la mémoire, ce qui s'entend ici ce n'est pas la fonction neurologique, sans bien évidemment l'exclure, impliquée dans la maladie d'Alzheimer par exemple, mais un acte subjectif et collectif de parole, qui veut maintenir présente une trace de ce que les tragédies de l'histoire ont emporté. Elle s'est manifestée en France d'abord de façon massive au niveau national dans les monuments aux morts de 14 à 18, puis à celui des groupes plus restreints comme les déportés résistants et ensuite les déportés juifs de France. Le plus souvent le sujet de la mémoire de l'enfant est celui d'un discours de l'adulte. Or on peut avancer qu'il existe une mémoire spécifique de l'enfant pris dans la tourmente d'un génocide. Qu'elle se dise dans le temps génocidaire, ou dans l'après-coup par l'adulte dans le rappel de son enfance traumatique. Un des points forts de cette mémoire de l'enfant des plus difficiles à aborder, est celui de son rapport à la mort. Celle de l'enfant qui sait qu'il va y être confronté, ou menacé de l'être. Le souvenir en est porté bien sûr par ceux qui ont pu heureusement y échapper, mais aussi par les adultes qui en ont été témoins. La mort d'un enfant, qui plus est par meurtre, était déjà inadmissible moralement pour les sociétés occidentales des années 30 où la mortalité infantile continuait à décroître. La place fantasmatique centrale qu'occupe l'enfance dans l'inconscient amène le sujet adulte à surinvestir narcissiquement l'enfant et sa place. Mais quand la barrière de l'interdit saute, c'est la maltraitance et le meurtre. Ces passages à l'acte sont pour une part du registre de la pathologie individuelle, plus complexes à situer quand ils sont collectifs. J'ai engagé ce thème de réflexion suite aux journées sur les mémoires que l'ALI, Association lacanienne internationale, avait organisées en novembre 2009 sous la direction de notre collègue psychanalyste Madame Rebecca Machter-Weken dont nous regrettons la trop précoce disparition. Je travaillais depuis longtemps sur la question des génocides, et en particulier sur celui des Juifs d'Europe. Et comme la question de la mémoire des enfants n'y était pas abordée, j'ai eu l'idée en tant que psychanalyste d'enfants de faire un travail qui porte sur elle. À partir du fait que la psychanalyse freudienne et lacanienne y apporte des outils de lecture. Surtout le premier Lacan dans la continuation de Freud quant à l'aspect fondamental de la fonction signifiante, donc des discours et de leurs conséquences réelles. La mémoire du sujet étant déterminée dans le rapport à l'autre de la structure langagière, sa mise en parole ne pourra se faire qu'avec l'autorisation de l'autre, le semblable, s'il peut l'écouter. Concept de réel que Lacan articulera dans la seconde partie de son enseignement, avec le nouage borroméen à l'imaginaire et au symbolique, auquel j'associe le concept élaboré par Freud d'inquiétante étrangeté. Les témoignages des acteurs de cette mémoire parlée se différencient de ce qui s'écrit et se lie à son propos. C'est pour cette raison que j'ai invité à s'exprimer au séminaire de l'EPEP, École psychanalytique de l'enfant de Paris qui est un des groupes de l'ALI, Madame Rachel Jedinac qui a été une enfant cachée pendant l'occupation,
et dont en tant que témoin actif contribue à la vie de la mémoire des enfants, et dont le témoignage fait partie aussi d'une écriture collective d'anciens enfants cachés. Il est pertinent d'envisager les génocides dans leur pluralité, pour saisir les spécificités qui les distinguent, mais aussi pour leurs traits communs en tant que catastrophe de l'histoire humaine, catastrophe collective certes, mais aussi particulière à chaque sujet. Et ne pas s'en tenir à l'unicité exclusive, voire exclusivante de la Shoah, bien qu'elle occupe une place de référence dans les génocides du fait de l'échelle du nombre des victimes, de la modernité de ces procédures, du très grand nombre de témoignages et de documents dont nous disposons. Mais aussi du fait de la place particulière qu'occupe le signifiant juif dans le monde de la culture monothéiste, comme le montre l'histoire et continuellement l'actualité. Or il me paraît important de ne pas exclure ce temps tragique de l'histoire juive de l'histoire de l'humanité, puisque ce qui devrait aller sans dire, les Juifs en font partie intégrante. Donc nécessairement l'y inclure, dans la différence propre à chaque génocide. Ce en quoi on ne peut que saluer le point de vue original du travail d'un groupe d'historiens, qui ont voulu étudier l'histoire juive non pas seulement sous l'angle d'un trait identificatoire à la victime de l'antijudaïsme et de l'antisémitisme, dont Salo Baron, grand historien américain de l'histoire du judaïsme, avait déjà souligné l'univocité en se démarquant d'une histoire larmoyante, mais aussi des Juifs comme acteurs participant à l'histoire du monde. Le terme de génocide fait débat car sa délimitation est difficile. Il est revendiqué par de nombreux peuples ou populations victimes de massacres de masse. C'est l'extrême violence génocidaire dans sa furie destructrice totale, qui dévoile la capacité de l'humain à pouvoir s'anéantir en tant qu'espèce, qui en plus de la terreur qu'elle produit entraîne des mouvements de culpabilité dont le sujet a du mal à se débarrasser. Seuls les pervers n'en sont en rien affectés et revendiquent même d'être des assassins. Breivik, néo-nazi norvégien serial killer et Himmler tueur de populations entières, même structure. La querelle des historiens allemands des années 80, avec notamment Ernest Nolte situant le nazisme comme réplique au communisme, ne montrait-elle pas l'énergie qui peut être mise à se défausser en rejetant la faute sur l'autre? Que le débat et les conflits sont beaucoup plus facilement provoqués que la reconnaissance et la réflexion raisonnée sur la chose génocidaire. Je précise qu'en traitant de la question mémorielle chez l'enfant, j'y inclus la mémoire des enfants et adolescents plongés dans le génocide lui-même, et ce qui peut se dire de cette expérience particulière pour un enfant de vivre et survivre à un génocide dont il a été la cible. Mais aussi des effets de cette mémoire sur les enfants et les adolescents du post-génocide, par le biais familial, scolaire ou médiatique. La question du rapport au réel se pose forcément dans une telle catastrophe humaine. Il s'agit du réel défini par Jacques Lacan comme un des trois registres de la structure du sujet de l'inconscient, avec l'imaginaire et le symbolique. Le réel étant celui qui, bien que noué aux deux autres, leur est insaisissable, notamment au symbolique constitué des signifiants de la fonction langagière. Réel que Lacan à la fin de son enseignement a considéré aussi comme ce dont est fait le nœud borroméen qui les noue à trois, construction topologique qui est celle du sujet de l'inconscient. Le nœud borroméen se définit de libérer chacun des trois ronds qui le constituent, si l'on coupe l'un des trois. Le réel est à distinguer du réel au sens de réalité y compris en termes freudiens, qui séparait réalité extérieure au sujet, concrète, et réalité intérieure psychique. Réel qui est dans l'écart qui se creuse entre la formulation courante des discours communs ou même historiques, et l'irréductible du fait objectif. Objectif au sens de ce qui fait objet justement. Objet et jouissance du côté de celui qui l'obtient par la force et la terreur. Là où une société se déchaîne en prenant pour norme le passage à l'acte psychotique et ou pervers. Objet qui prend consistance là où Lacan le formalisait comme réduit seulement à un point de serrage de la structure du nœud borroméen. Donc objet fuyant, insaisissable. Mais qui n'est pas totalement différent de l'objet freudien, dans ce qu'il est posé comme perdu par définition, comme la mère en tant que premier objet d'amour. L'objet prend ici fonction de viser des jouissances par sa saisie, et non pas du désir où l'objet prend place dans le fantasme, libéré par le retournement des interdits en injonction de transgresser les lois élémentaires du social. Jouir de l'autre, de son corps, de ses biens, de sa terreur, du sexe hors désir, de l'argent comme objet anal.
Mais c'est aussi bien l'objet regard du SS qui décide de la file de droite ou de gauche où ira le déporter pour mourir immédiatement ou plus tard, et l'objet voix des hurlements du discours vociférant du Führer décérébrant les foules, ou des gardiens en tout genre. Regard du génocidaire qu'il est absolument interdit de soutenir. Je reprendrai cette question de la place du regard dans le génocide et de ses conséquences, dans la mesure où elle prend toute son importance dans cette faille traumatique qui affecte la fonction signifiante et la parole, au point de les détruire ou de les distordre gravement pour laisser le champ libre aux figures de l'objet. Cet objet regard et objet voix que Lacan ajoute aux objets freudiens oral et anal, le phallique passant au statut de signifiant et imaginairement présent dans tout objet auquel il donne sa brillance libidinale. Objet dans ce qu'il a de plus angoissant, de réel, comme nous en donne une idée la reprise par Freud dans son élaboration de l'inquiétante étrangeté du conte d'Hoffmann L'homme de sable. Avec la poupée Olympia aux yeux chus comme selon Lacan Oedipe sur sa faim, regardant ses yeux crevés pour ne plus voir l'horrible de son destin. Les génocides sont remplis de visions d'horreur produisant un regard insoutenable d'abord pour les victimes, leurs descendants et tout sujet en général. Problématique de la pulsion scopique repérable dans la clinique liée au génocide, par exemple dans le regard vide de la mère fixé à son traumatisme génocidaire. Ce que nous retrouvons dans les descriptions de deux grands noms des classiques de la psychiatrie française que sont Cottard et Segla, à propos de la perte de la vision mentale dans la clinique de la mélancolie. Certains de ces symptômes se rapprochent de ceux de la phénoménologie des survivants des génocides sans qu'on puisse la parler bien sûr de psychose, puisqu'on a affaire à des processus essentiellement réactionnels et non de structure. Mais revenons à la dimension subjective de cette extraordinaire aberration collective. Quand on se dit par exemple qu'au cours de la rafle du Veldiv, plus de 4000 enfants ont été arrêtés. Signifiant qui paraît lui-même totalement incongru. Arrêtés souvent avec brutalité, et gardés par des fonctionnaires de police ou de gendarmerie des enfants y compris des nourrissons. Le subjectif est la position du sujet aux prises avec le ça freudien du pulsionnel et le réel lacanien, et ce que ça recouvre des effets de la manière dont se déroule l'événement dans tous les détails qui le constituent, habituellement mis de côté comme s'ils étaient négligeables ou qu'il fallait les occulter consciemment ou les refouler. À quoi ça correspond pour un sujet saisi dans son imaginaire et sa construction symbolique signifiante par cette terrifiante effraction du réel ? Que le langage a tant de mal à saisir, au point que ça ne cesse de produire du discours parlé ou écrit, historique, politique, artistique ou de fiction, de quelque chose qui probablement ne cesse pas, de ne pas s'écrire vraiment, parce que ça ne peut pas s'écrire pour le sujet bien qu'il en soit marqué, toute marque ne fait pas forcément écriture, et donc pour la société. À la différence de la science qui elle s'écrit, mais exclut le sujet puisque l'expérience et les lois scientifiques en sont indépendantes, y compris idéalement pour la science historique. Et cet incessant retour du signifiant qui tente de saisir ou de cerner ce qui fait trou de par ce réel génocide, si on admet que le génocide est une des figures les plus manifestes du réel, s'empare aussi des témoins eux-mêmes une fois surmonté le silence dû au savoir de l'inanité de parler de l'impossible, de l'impossibilité à dire. À côté du fait génocidaire lui-même, la mémoire est dans la complexité des effets qu'elle produit chez le sujet. Les psychanalystes n'ont relativement pas beaucoup écrit sur les génocides, alors qu'il s'agit éminemment d'un phénomène qui met en jeu les forces de l'inconscient au niveau du sujet individuel et du sujet collectif. Mais les psychanalystes appartiennent aussi à des collectivités dont ils ne peuvent pas forcément se détacher des courants psychologiques et politiques qui les traversent. J'en voudrais pour preuve ce qui s'est produit pour les psychanalystes allemands, qui après la période d'interdiction par les nazis, ont mis plus de 40 ans pour libérer leur écoute de la chape de silence concernant ces 12 années de terreur considérées comme tabous. Comme nous avons pu le constater lors de journées de la Fondation européenne pour la psychanalyse à Berlin, en mai 1992. Plusieurs jeunes psychanalystes allemands y ont fait part de la surdité de leur analyste pour tout ce qui touchait au nazisme, y compris dans les rêves ou cauchemars qui en relevaient directement. Silence non pas vide mais trop plein, trop lourd. Le réel de l'inconscient c'est ce qui échappe à la conscience du sujet dans son imaginaire du moi et son dire, mais se manifeste par sa vérité dans des symptômes ou des passages à l'acte. On peut considérer le génocide comme incommensurable au sens lacanien, soit un acte sans sujet,
ce qui n'enlève rien de sa responsabilité sauf à être psychotique. La mémoire est constituée principalement par ses signifiants et les affects qui s'y rattachent. Sa construction et son évolution suivent la topologie freudienne et l'économie psychique des investissements du sujet. Les signifiants se disposent en différents lieux de l'appareil psychique et peuvent donc être oubliés, refoulés ou conscients et sollicités comme dans les discours des cérémonies officielles, les lectures ou les images, photos et films. L'art et la fiction y ont un rôle dans sa mise en mouvement et son entretien y compris son élaboration. Leur force sublimatoire tient au fait que le détour imprimé à la pulsion de mort permet de l'évoquer par des représentants du réel qui est insaisissable directement. Dans l'interaction entre mémoire subjective et mémoire collective, il est d'ailleurs significatif que des fictions où s'implique le sujet qui les réalise comme la liste de Schindler ou la série télévisée Holocauste aient eu une si grande audience, comme par ailleurs des pièces de théâtre comme l'Atelier de Jean-Claude Grimbert évoquant la Shoah, ou Une bête sur la Lune pour le génocide arménien. Celle-ci précisément a été écrite par un non-arménien Richard Kalinowski en 1995, mais dont l'épouse avait des grands-parents arméniens rescapés du génocide. Elle montre que l'atteinte profonde à ce qui fait humanité ne se limite pas strictement aux groupes visés par l'extermination. Ainsi cet auteur, après avoir lu et discuté de la question, en arrive à dire que face à ce cri d'horreur qui donne un grand silence en héritage, son but a été de mettre en scène ce silence, la question de l'impossible à dire du non-dit post-génocide. Et le silence qui en résulte. Ce silence proportionnel à la violence et à la gravité des effets du traumatisme justifierait à lui seul un long développement. Je citerai seulement Etty Hillesum, jeune adulte juive hollandaise déportée et assassinée à Auschwitz en septembre 1943, ayant écrit un journal publié en 1981 qui fait maintenant partie des témoignages les plus connus. Elle y aborde l'importance majeure du silence qui dans ce contexte résonne de façon très particulière. Je voudrais n'écrire que des mots insérés organiquement dans un grand silence. En réalité, les mots doivent accentuer le silence. Et il sera plus difficile de représenter des contours bien arrêtés de ce silence, d'animer ce blanc, que de trouver les mots. Il ne s'agit pas de silence vague et insaisissable, il doit avoir des contours bien arrêtés et une forme propre. Ainsi les mots ne devraient-ils servir qu'à donner au silence sa forme et ses limites. Ce silence n'est-il pas l'indice même du réel qui plonge le sujet dans un espace vidé de ses signifiants ? On le retrouve dans l'omerta des mafias et du criminel en général, mais aussi dans le silence des secrets de famille où se tairent les questions de la mort, du sexe et donc du traumatisme. Le défaut de signifiant qui va jusqu'au mutisme oblige à un détour que Freud nomma la sublimation, détournement du but de la pulsion de son objet sur un autre objet, qui passe par la création artistique, souvent d'écriture comme on le verra pour les jeunes des ghettos ou du camp de Thérésine et là dans le cas de Hillesum. Le silence dans la séance de psychanalyse témoigne aussi de l'implication du réel dans le symptôme, avant que les signifiants péniblement advenus ne permettent d'en défaire ou tout au moins d'en desserrer l'emprise. Le silence y occupe une place centrale, que ce soit celui de l'analyste qui doit laisser le sujet parler librement pour qu'il puisse se confronter à ce qui de l'inconscient émerge, comme celui du patient lui-même saisi par l'approche dans son dire du réel de l'inconscient manifesté dans son symptôme. C'est bien le rôle du psychanalyste de permettre à ces silences, par l'interprétation, de passer de leurs multiples significations de langage à leur valeur de parole. Si la psychanalyse dans la démarche relativement libre d'un sujet, lui permet dans l'épuisement des signifiants de sa demande de se confronter au réel de son symptôme, pour la victime du trauma qu'est le génocide, c'est la frappe d'un réel de la violence extrême, sans nom, qui s'impose à lui et le sidère. La sidération dans son étymologie latine signifie l'effet de la funeste influence des astres, ce qui renvoie à ce qui échappe à la volonté humaine, et que Lacan considérait comme une définition du réel dans le mouvement cosmique des astres, revenant dans la répétition toujours à la même place. Dans les deux cas, si différents bien sûr, il s'agit de dévoiler une part de vérité au fil de la parole. La psychanalyse s'est d'emblée intéressée à la mémoire puisque les symptômes de la névrose ont été dévoilés par Freud comme des effets de rétention mémorielle dans l'inconscient d'éléments refoulés, l'amenant à dire que l'hystérie était liée à trop de mémoire. Il a même pu donner une représentation imagée de cette mémoire sous la forme d'un bloc magique,
où dans la couche profonde de l'appareil psychique viendrait s'inscrire le refoulé ainsi mémorisé recouvert par l'oubli au niveau conscient. La mémoire pour ne pas faire symptôme dans ce qu'elle a de dérangeant, de troublant par hypermnésie, sinon de trou de mémoire, nécessite un effort plutôt douloureux du sujet. Blanc qu'on constate dans la confusion qui s'établit immanquablement, quand on sollicite la mémoire immédiate de témoins ou victimes d'un accident ou d'un événement traumatisant. On pourrait penser qu'ils n'ont pas assisté à la même scène. Un soldat américain écrivant à propos de sa guerre en Irak le formulait clairement. Il y avait une différence notoire entre ce dont on se souvenait, ce que l'on dit et ce qui est vrai. Freud a bien montré combien un dysfonctionnement de la mémoire est un symptôme qui, à ce titre, est accessible à l'interprétation psychanalytique. Par ailleurs, Freud, très marqué et affecté par la violence extrême de l'absurde boucherie suicidaire européenne de la Grande Guerre qui voit s'effondrer entre autres l'univers culturel luxuriant viennois dont il faisait partie, juge lucidement ce qui va troubler profondément la mémoire de l'Europe. Nous serions tentés de croire que jamais encore un événement n'avait détruit tant de biens précieux communs à l'humanité, égaré tant d'intelligence parmi les plus lucides, si radicalement abaissé ce qui était élevé. Même la science a perdu son impassible impartialité. Ses serviteurs profondément ulcérés tentent de lui ravir des armes pour apporter leur contribution au combat contre l'ennemi. L'anthropologiste se doit de déclarer l'adversaire inférieur et dégénéré, le psychiatre de diagnostiquer chez lui un trouble mental ou psychique. Par ailleurs, Freud dit que le silence tue la mort. Ce que le français permet d'entendre aussi dans le sens, la tue du verbe taire. Nous avons tenté de la tuer par notre silence. Ne possédons-nous pas le proverbe, on pense à cela comme à la mort ? Une traduction précédente dit « Nous avons essayé de passer sous silence ». C'est probablement une signification qu'on peut donner à la minute de silence, recueillement à la mémoire des morts. Silence rompu immédiatement par la continuation de la vie. La parole libre de ceux qui ont directement, ou pas, éprouvé la frappe du trauma peut, dans une écoute respectueuse et bienveillante, permettre un certain degré de restitution au sujet, de réintégration de cet imaginaire et de ce symbolique articulé et noué au réel. Écoute qui rendrait possible qu'enfin ça s'inscrive, et plus exactement que ça s'écrive pour pouvoir être lu et laisser un tant soit peu le sujet en paix. Et probablement bien au-delà du sujet, dans la mesure plus générale où le symbolique, la culture, donc ce qui fonde l'humanité est menacé de destruction dans les génocides. Malheureusement presque entièrement détruite pour la culture juive d'Europe centrale et orientale, de même pour la culture arménienne en Turquie et indienne d'Amérique. C'est probablement pour tenter de combler ce trou que les productions culturelles liées au génocide sont si nombreuses. Quant à celles des Indiens d'Amérique, elles ont été en grande partie niées et oubliées. La disparition des civilisations précolombiennes et indiennes d'Amérique du Nord est bien la conséquence de génocides, même s'ils s'inscrivent dans une lutte armée de ces peuples contre leurs envahisseurs. Ce trou impossible à combler fait que les témoins quand ils commencent à occuper cette position et l'auditoire la sienne, après, ne cessent plus de témoigner. L'espace créé par ce réel de l'épouvante n'est même pas représentable par l'idée du puits sans fond, puisque la notion de fond n'y aurait aucune pertinence. Pour le sujet traumatisé, la dislocation du nouage du réel aux deux autres registres fait trou dans la structure, mais faux trou selon Lacan, puisqu'est défait le nouage indispensable au caractère borroméen du nouage. Le corps en perd son lien à la parole, laquelle se replie sur le langage qui ainsi a perdu un élément de la fonction langagière. Mais on peut supposer que cliniquement le traumatisme a des effets différents de rupture de la structure selon qu'elle porte sur l'un ou l'autre des registres. Le trop du traumatisme est ce qui déborde les défenses du sujet. Trop de douleur, de souffrance du corps et d'angoisse de mort totalement dévoilée dans la crudité de son réel qui frappe le sujet d'une marque exclue de la temporalité, faisant obstacle à un véritable oubli et à la mémoire qui l'obère. La question de la mémoire est de ce fait envahissante dans l'actualité du champ politique. Lacan disait « L'inconscient c'est la politique c'est l'inconscient », dans le séminaire L'envers de la psychanalyse. Donc du coup dans celui du sujet, puisque l'inconscient suppose un sujet. Sujet pour qui la mémoire était, et surtout est maintenant à une place centrale de l'imaginaire des identités, des origines, mais aussi de l'identification symbolique par la nécessaire inscription généalogique dans l'histoire du passé de chacun, insérée dans l'histoire,
pour se fonder sur des traits, un discours dont le rapport à la vérité en fait l'enjeu entre l'insupportable d'y croire et le refus pervers du négationnisme. C'est ainsi que l'emprise de la pulsion de mort ferait envisager ou adhérer à l'hypothèse d'une pulsion génocidaire, vu sa survenue répétée depuis la nuit des temps bien avant la naissance du signifiant génocide. Une psychanalyste avance même l'idée de structure génocidaire. Formule qui définit le projet d'un génocide comme visant à déshumaniser la victime, pour rendre aussi le deuil de sa mort impossible. En rendant la mémoire de sa mort intransmissible aux survivants et aux héritiers par le déni du meurtre, qui rétroactivement dénie l'existence même de sa victime avant le génocide. Symboliquement toujours pas morte, du fait de la volonté génocidaire de poursuivre la destruction du sujet à travers les générations suivantes. Hélène Piralian utilise ainsi une métaphore. Le déni est une bombe à retardement. Que l'État turc le pratique depuis longtemps puisqu'en 1943 il érige une statue en l'honneur de Talat, l'initiateur du génocide. Statue qui est encore en place. Cette vérité mémorielle du témoignage n'est pas celle de l'historien qui peut en pointer les distorsions, sauf qu'il ne s'agit pas de la même part de vérité. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ce que j'ai écrit soit vrai. Je suis sûr que c'est véridique, écrit Charlotte Delbo. Le savoir historique a aussi un équivalent des trous de mémoire de la mémoire du témoin, puisque des éléments importants de l'histoire restent inconnus par manque de documents ou absence de leur prise en compte. Ainsi on ignore qui exactement a décidé et donné l'ordre d'utiliser le gaz à grande échelle, ni par exemple ce qu'a dit Heydrich en dirigeant la conférence de Wannsee. L'historiographie française n'a fait l'histoire de Vichy et de sa participation à la déportation des Juifs de France, qu'au changement de discours politique dominant sur la période. La mémoire est supportable dans sa vérité pour le sujet, quand elle est soutenable face à l'horreur du réel d'un génocide. La trace du traumatisme ne coïncide pas avec les différences de qualification juridique entre génocide, crime contre l'humanité ou crime de guerre. Le témoin dans un tribunal est tenu de dire toute la vérité du crime commis sur un autre. Le témoin d'un génocide dit sa vérité subjective sur le crime auquel il a pu échapper, mais dont il témoigne par le récit de ce qui lui est arrivé. Et à ceux pour qui et au nom de qui il parle, à cette place qu'ils lui ont bien souvent assignée avant d'être anéanti. Le témoin se trouve ainsi dans une position de tiers, là où le génocidaire a construit un espace à deux dimensions où imaginairement il se confronte à l'autre du miroir, le peuple élu contre la race aryenne élue par Hitler qu'il élimine dans la violence du « c'est lui ou c'est moi ». Il restaure ce tiers qu'est l'autre, support d'un lieu supposé de vérité de la parole, puisqu'il parle sous couvert du contrat implicite testimonial de s'en tenir à la vérité, la sienne. Espace langagier symbolique qu'il partage avec son auditoire y compris d'enfants. Il est donc dans cette fonction de maître du tiers entre le criminel et le disparu, qui selon Primo Levi serait le seul vrai témoin, et le seul à pouvoir pardonner. Tiers aussi entre le criminel génocidaire et l'auditeur du témoignage. Par contre, la mémoire doit en grande partie ce qu'elle est devenue à l'émergence du statut de témoin. À la parole enfin reconnue à sa plus juste place, notamment lors du procès Eichmann à Jérusalem en 1961. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'existait pas avant, mais qu'elle était prise dans le malentendu du malaise non partagé, entre le dire et l'insupporté de son écoute. La mémoire est fragile d'être nouée au travail du deuil, et à son niveau d'effectuation. Je dis bien du deuil, et non pas travail de deuil. Et de la même manière il y a travail de la mémoire, au sens où c'est elle qui travaille, qui nous travaille. Plutôt que travail de mémoire, dans la différence entre le conscient et l'inconscient. Il importe de faire la différence entre la mémoire qui travaille le sujet qui serait plutôt du côté de l'inconscient, et la mémoire que le sujet travaille, active par un travail aboutissant à constituer une mémoire acquise, en partie consciente. Elle est prise aussi entre l'envie normale d'oublier, le mécanisme du refoulement, la répétition obsédante, les reconstructions imaginaires et la fonction anthropologique du respect rituel envers les morts. Du coup, la mémoire est un enjeu politique pour se donner une image irréprochable dans des conflits actuels, souvent fondés sur la guerre des mémoires. Mais si la mémoire donne lieu à des dérives et à des abus, sa négation perverse et ses oublis génèrent d'autres abus, comme le souligne justement Paul Ricoeur dans Mémoire, Histoire, Oubli. Sélective est la mémoire kangoliste,
Dans un but de réconciliation nationale, elle oublie les génocides juifs et tziganes, leurs auteurs et complices. Ce qui s'est répété au Rwanda pour un revivre ensemble. Assassins et survivants dans une manipulation du deuil, comme il a pu être dit. L'historiographie à dominance militaire du Second Conflit mondial occulte la mémoire de l'inertie des Alliés, anglo-américains et plus nuancée des Soviétiques, face au génocide lui-même des Juifs et aussi des Tziganes d'Europe qu'ils savent en train de se dérouler. De la même façon, la mémoire de la Grande Guerre patriotique soviétique, dont le signifiant est déjà en lui-même un fait de mémoire différent de celui du monde occidental, Seconde Guerre mondiale, est mise en avant ou en veilleuse selon les orientations et les utilisations idéologiques et politiques du moment. Khrouchtchev n'est pas Brejnev ni Poutine. Au Cambodge se sont retrouvés au gouvernement d'anciens Khmers rouges ou leurs alliés, comme le roi lui-même. Ce qui explique qu'il ait fallu 30 ans pour faire passer une poignée d'entre eux devant un tribunal au Cambodge, et encore avec d'infinies complications. La mémoire a donc aussi des trous. Trous de la mémoire immédiate, celle des grandes puissances, indifférentes au moment des faits, oublieuses de leurs déclarations fondatrices de morale politique. Que ce soit pour le génocide juif comme pour l'arménien, le cambodgien ou le rwandais. Ces trous de mémoire s'oublient eux-mêmes et se prolongent pour n'être ramenés à la mauvaise conscience que par quelques marqueurs de mémoire. La complexité du fonctionnement mémoriel montre qu'on ne saurait considérer la mémoire dans l'univocité d'un bien en soi, puisqu'elle peut empoisonner le sujet au point de faire obstacle à son désir de vivre et sérieusement compliquer ses relations aux autres. La mémoire peut se mettre au service de la pulsion de mort quand elle est convoquée et manipulée dans des rappels du mythe nationaliste, pour aboutir aux revendications paranoïaques. Ainsi Hitler se sert-il de la mémoire du génocide arménien dans les deux sens, de l'Allemagne victime ou agressive. En 1931, souvenez-vous de l'extermination des Arméniens, puis en 1939, qui parle encore de l'anéantissement des Arméniens. Raymond Aron dans Hommage à Alain pouvait dire « La Deuxième Guerre mondiale nous a rappelé qu'une mémoire trop fidèle est aussi dangereuse que l'oubli. La mémoire dans ce qu'elle est constituée des traces indélébiles de ce qui a mortifié le sujet, est donc aussi un fardeau qui enclave et fixe sa souffrance qu'il a tenté d'apaiser par un silence qui se voulait possiblement permettre un espoir d'oubli, momentané peut-être mais bienfaisant. Cependant les souvenirs sont inscrits et font retour par effraction de façon intempestive dans la conscience du sujet qui ne peut s'en protéger, et est obligé encore et encore d'y faire face. » Denise Holstein déportée à 16 ans, au cours d'une sortie au restaurant avec sa petite fille entend celle-ci se plaindre du froid. Elle lui adresse une réplique cinglante, « C'est pas le froid d'Auschwitz, qui immanquablement fait éclater l'adolescente en sanglots. Je regrette aussitôt. Mais de temps en temps, rarement c'est plus fort que moi. » La mémoire peut empêcher aussi le sujet de réintégrer son statut d'être un, parmi les autres d'avant le trauma. Il n'y a probablement pas de restitution ad integrum après la rencontre avec la bête féroce que peut produire l'espèce humaine. Comme elle suit les règles du signifiant dont elle est constituée, la mémoire est dans la duplicité, dans le double versant, un positif dans sa nécessité pour les générations suivantes à fonder un présent transitoire avec une suite à leur charge, mais aussi un négatif dans une fixation silencieuse au temps du trauma dans un souci du sujet de se préserver de ce réel, y compris dans le discours. Il est des sujets pour qui le vivant de leur mémoire se propage au vivant d'une jeunesse qui intègre à son savoir que l'impossible peut se produire, et qu'elle pourrait un jour avoir à le prévenir et le combattre. La mémoire vive qui porte ce savoir peut s'en soulager d'avoir réussi son acte engagé de transmission. Je suis heureuse quand ils me donnent la preuve que mon passage parmi eux n'a pas été inutile, et qu'ils n'ont pas oublié aussitôt ce que je leur ai dit. La mémoire peut être aussi totalement refusée par ceux qui n'ont pas vécu le trauma, mais ont vécu à côté, ou après lui. Le silence relatif qui a succédé à la tourmente des génocides pendant si longtemps, est dû essentiellement au blocage lié à l'impossible écoute par l'auditeur qui ne peut et ne veut entendre une telle vérité. Vérité dont il protège pour lui-même, un descendant ou un ascendant dans son économie psychique, sa reconstruction subjective et collective, s'il a été témoin indifférent, impuissant ou agent complice du génocide. Le silence pourrait passer pour une atteinte à la mémoire, un raté, une perte de vérité et marquerait l'oubli qui serait son contraire. J'avancerai 2 exemples qui permettent de ne pas le penser ainsi. Un aspect du silence n'est pas l'oubli,
et renvoie au refus de groupes victimes de génocide, notamment des Juifs et des Tziganes, d'évoquer les transgressions gravissimes subies par eux dans la mesure où ils les considèrent comme ayant produit une contamination par la souillure morale qu'elles impliquent. Et que certaines croyances en font un tabou qui interdit de l'évoquer. Ceux innombrables, qui n'ont pu mourir accompagnés par le symbolique des paroles ancestrales de la tradition, ne peuvent être vraiment morts et reviennent revendiquer auprès des survivants de n'avoir pu être ensevelis. Ainsi, dans les années 90 en France, le gouvernement a eu l'intention de faire ériger un monument à la mémoire de l'internement des Tziganes dans des camps français sous Vichy. Les associations tziganes n'y ont pas porté la moindre attention. Leur silence là est le contraire de l'oubli. La référence aux nombreuses citations d'un livre de Christian Bernadac, très contesté par les historiens mais dont la diffusion était un indice de la pression mémorielle du public, montre à quel point les écrits de témoins ont été nombreux peu de temps après leur libération sur une période allant de 1945 à 1965. Je citerai pour ma part un livre de 1949 sur le soulèvement du ghetto de Varsovie, de Bernard Marc. Et le livre bien sûr premier de Primo Levi Ce qu'esto et un homo de 1946. Ceci ne contredit pas le fait qu'il n'y a pas de comparaison d'échelle entre le volume des publications de ces années et le flot des années post-1970 à 75. Mais l'opposé de la mémoire serait plus l'indifférence que l'oubli, les deux pouvant bien sûr s'exprimer par le silence. Mais l'indifférence peut très bien prendre les habits de l'oubli, l'une servant l'autre. Cette indifférence si banale au malheur de l'autre se montre dans le rapport au génocide, dans des discours de justification de ce qui se passe sous les yeux de populations entières. Ou peut se dire ou se penser que les victimes l'ont bien cherché, voire même provoqué. Ce qui permet de contourner la gêne due à la voix du surmoi, soumis à de remarquables contorsions rationalisantes. Indifférence massive qui explique le silence relatif du discours de la science historique sur la Shoah pendant des décennies, qui continue de nos jours pour les génocides arméniens et tziganes. Le silence indifférent ou calculé se loge aussi dans le secret des archives, qui ne se lève qu'après le temps long des tendances lourdes de l'histoire politique. Ainsi des pans de vérité ont-ils pu émerger des archives de l'armée allemande, du bloc soviétique à son effondrement, mais à ce jour toujours pas complètement du Vatican. Le témoin se trouve dans la position difficile d'être celui qui rappelle à l'autre, l'auditeur, ce qu'il veut oublier et continuer à ne pas savoir, là où lui-même le témoin pouvait tenter d'être dans l'évitement à réactualiser les éléments du trauma. Ainsi l'écrivain et résistant autrichien Jean Améry qui jeune avait été déporté à Auschwitz, n'a pu écrire son témoignage qu'au moment du procès de certains criminels nazis 20 ans après. Jusque-là il était confronté à l'obscur envoûtement qui le paralysait. La mémoire sous cet angle c'est aussi l'angoisse de ce qui était là, enfoui volontairement ou pas et qui force son retour dans l'inquiétante étrangeté décrite par Freud. La mémoire charrie à côté des horreurs subies par les témoins victimes, une voix que l'on écoute encore plus difficilement, celle des salauds au sens de J.P. Sartre, les auteurs des génocides. Ils participent forcément de la mémoire collective et historique, dans l'ambiguïté du signifiant témoin, quand ils témoignent à leur procès ou interview de leur passage à l'acte. Là où ils tordent un maximum les faits pour atténuer leur responsabilité généralement vidée par eux de toute culpabilité, transférée au grand autre, Hitler, Pol Pot, ordonnateur justifiant le crime. Fondant un sujet contemporain d'un siècle où s'est étendue la servitude volontaire à un maître absolu du discours, le libérant de toute contrainte éthique, mais qui s'il le libère d'un côté l'asservit d'autant plus, y compris à sa jouissance et le mène souvent à sa propre destruction. N'est-ce pas là un terrifiant retour du discours du maître hegelien, que Lacan déploie dans le séminaire L'envers de la psychanalyse, les 4 discours. Comme furieuse rétrogradation des discours démocratiques ou libéraux qui autorisent l'émergence des 3 autres discours repérés par Lacan, les discours hystériques, universitaires et psychanalytiques. Les discours peuvent être en conflit, ainsi le discours du maître hitlérien s'en prend au discours psychanalytique en brûlant ses livres et en interdisant sa pratique. Thomas Mann ne disait-il pas qu'Hitler était entré dans Vienne, avec l'Anschluss de mars 1938, à cause du vieux monsieur? Il parlait de Freud. Et effectivement le peintre raté avait déjà brûlé les livres de Freud, comme des autres grands artisans de la culture autrichienne et allemande.
Notamment ceux d'Heinrich Heine qui avaient anticipé cette logique barbare, quand il écrivait que ceux qui brûlent les livres brûleront les hommes. Avec la complicité quasi générale des universitaires allemands, dont Heidegger qui, en plus de disqualifier comme philosophe son maître Husserl qu'il inclut dans la Judentum, la juiverie mondiale, ne dit rien contre l'autodafé des livres, milite pour le retrait des bourses universitaires aux étudiants non-ariens et écrit que l'Allemagne d'Hitler est bien la manifestation de l'être. Comme quoi la culture et le savoir ne sont pas forcément et pas toujours du juste côté, ni l'opposé de la barbarie. Rudolf Höss, un des commandants d'Auschwitz, est un exemple de ce rapport au maître quand dans un entretien avant son procès en Pologne qu'il enverra à la potence, il lui est suggéré qu'il aurait pu s'opposer aux ordres d'Himmler, répond catégoriquement non. Et me refuser à l'exécution de cet ordre, ou même le cas échéant abattre Hitler. Je ne crois pas qu'une idée semblable ait pu effleurer l'esprit d'un seul parmi les milliers d'officiers SS. C'était une chose impossible, impensable. Différence notable au moins sur ce point avec la Wehrmacht, l'armée régulière allemande, dont quelques hauts officiers supérieurs ont pensé très tôt à éliminer Hitler, qui pour eux reste un caporal au projet militaire éminemment dangereux pour l'Allemagne. Leur ambivalence n'a pas permis de le réaliser, y compris par l'attentat de juillet 1944. Il faut dire qu'apparemment certains dieux mauvais ont protégé le dictateur nazi, puisque la dizaine d'attentats qui l'ont visé depuis celui d'Eisler en 1939 dans la taverne munichoise jusqu'à celui de Stauffenberg de 1944, ont tous systématiquement échoué, presque toujours pour des détails défiant la raison. La trahison viendra du cœur du système nazi par Göring et Himmler, avant même la défection de leur maître très dégradé physiquement et psychiquement, comme le montre bien le film La Chute, qui se suicide. Tous deux ont voulu négocier avec les Anglo-Américains, quand la défaite devenait inéluctable. Himmler, pièce centrale fanatisée de l'appareil génocidaire, est le premier à ne plus y croire déjà plusieurs mois avant la fin, l'objectif exterminateur étant en grande partie accompli. La mémoire qui écrit les massacres et tortures peut bien naturellement s'opposer non pas au pardon de ce qui est impardonnable en soi, surtout par ceux qui en sont morts ou ont failli l'être, mais à l'oubli. Lequel s'impose parce que la Terre continue à tourner, et l'humanité à vivre même avec le savoir fût-il inconscient sur le pire de ses pulsions. Le réel n'a que faire du sujet dont il cause le malheur. Un adolescent déporté, dans son récit de mémoire est stupéfait du pardon accordé par l'officier français, qui le récupère à la sortie des camps, à un groupe de SS particulièrement allumé, qui continue à assassiner des Juifs alors que le chef s'est déjà suicidé. La mémoire de l'adolescent rescapé se refuse paradoxalement à fonctionner pour ses libérateurs. J'étais tellement à part que je ne retenais rien, même pas les noms de ceux qui se conduisaient comme des hommes bien avec moi. Je regrette aujourd'hui de ne pas avoir mémorisé le nom de cet officier français. Si la complexité du signifiant mémoire tient de ces multiples occurrences qui spécifient entre autres mémoire acquise consciemment et mémoire transmise surtout inconsciemment, j'insisterai sur celle qui distingue mémoire du sujet et mémoire collective. Cette opposition permet de rendre compte du blocage premier de la parole des survivants d'un génocide, dans la mesure où les effets du trauma sur la structure déroutent le sujet au point de ne plus être assuré qu'il est bien un parmi les autres, un semblable humain parmi les humains, là où le signifiant humain a perdu sa signification. Il peut donc en passer par un temps dépressif anaclitique, étant donné la difficulté pour l'autre qui s'identifie à lui, de pouvoir entendre celui qui a été plongé dans l'abject de l'horreur. Celle qu'évoque Lacan avec Das Ding, la chose qui pourrait s'incarner dans le cadavre abandonné par exemple, dans son séminaire L'éthique de la psychanalyse. La confrontation avec l'horreur enferme le sujet dans une prudente autoprotection, ou tente de s'élaborer sa reconstruction moïque narcissique indispensable. La mémoire est une lutte intérieure où le sujet se bat pour mettre l'abjection et l'obscénité débridée de la terreur à distance, et chercher un apaisement dans le silence. Ce silence prépare l'avènement d'une parole. Je ne raconte rien, je n'ai envie de rien raconter, on respecte mon silence, dit D. Holstein. Et son entourage lui conseille d'écrire son témoignage précoce, ne serait-ce que pour elle-même et pour plus tard. Conseil qui lui permet de surmonter son recul premier. Il n'y a personne à qui j'aurais envie de faire lire une telle histoire. L'écrire, le raconter, c'est le revivre, me replonger dedans seul.
La solitude provoquée par la rupture violente, délibérément recherchée par les génocidaires, de tous les liens du sujet aux autres les plus proches est une constante de la mémoire des rescapés. Solitude existentielle qui demandera un effort extrême à ceux qui sont arrivés à rétablir le plus vite possible des rapports de protection mutuelle pour résister. Ceux qui y parviennent le moins difficilement sont ceux qui ont appartenu à des groupes politiques ou religieux, ou ayant une solide culture littéraire par exemple. C'est-à-dire insérés dans un ordre symbolique efficace à maintenir la fonction d'un autre du langage. Symbolique qui reste noué à l'imaginaire, à l'image du corps indispensable à faire vivre par des soins minimums et l'alimentation exigible pour pouvoir survivre. Or la difficulté pour les jeunes c'est qu'ils n'ont en général pas eu encore le temps de finir de s'installer dans ces registres d'adultes. Chez les enfants et adolescents, la solitude n'a pu qu'être encore plus particulièrement ressentie du fait que leur normale dépendance aux parents les a confrontés à un vide et un abandon total où ils se retrouvaient seuls à affronter le pire. Pour les adolescents, leur survie a été liée à leur capacité à sortir de cette solitude de la sidération initiale, en établissant des relations salvatrices avec le plus souvent des groupes d'adolescents. Le silence d'après sa libération de l'adolescent déporté ne signifie bien sûr pas là encore que de sa mémoire, la chose s'est effacée dans l'oubli espéré. Mais de toute façon c'est là, j'y suis toujours, je n'en suis pas encore sorti. La sortie de la solitude, après tout un cheminement et le lent retour à un minimum de crédit au langage, amène la mémoire lourde à pouvoir se mobiliser, devenir mémoire vive qui s'élabore des effets de la parole sur elle. De parler de ça aux jeunes générations produit des remaniements de la mémoire. Maintenant, depuis que je parle, depuis que je témoigne auprès des jeunes, je fais beaucoup moins de mauvais rêves. Des survivants peuvent revivre à partir de la mémoire dialectisée, portée par la circulation de la parole adressée aux jeunes. Grâce à eux, je vis une nouvelle vie. Précisément de revivre en parlant dans le lieu où elle vivait avant le génocide, de renouer avec quelque chose de la vie d'avant. Le cataclysme n'a donc pas tout détruit. La déchirure causée à l'histoire du sujet n'est pas totalement irréparable. Dans la ville de mes parents, dans la ville de mon enfance, j'ai retrouvé en sortant du silence une raison d'être, aider à garder vive la mémoire. La circulation de la parole, pour elle, consiste aussi à la donner à un autre témoin qui parle surtout des autres déportés. Le relais passe par le témoin entre les absents morts au camp, ceux qui témoignent, et les jeunes qui le plus souvent mesurent toute la gravité de ce qui leur est adressé. Ce passage du témoin qui passe le relais, elle l'a opéré d'emblée en se déplaçant de sa position d'objet du trauma, débordé par ce trop, à celle de sujet en écrivant son expérience très tôt, puis en l'enregistrant sur un magnétophone qu'elle fait écouter aux jeunes, c'est sa voix qu'ils écoutent. Son propre témoignage enregistré se termine donc par le récit que lui a fait un camarade revenant d'Auschwitz. Ce dispositif atténue le poids de la charge de mémoire, en la posant d'emblée comme quelque chose par rapport à quoi le sujet peut se déplacer, créer une mémoire en partage. Lequel partage a un sens très étendu quand le cinéaste arménien Atom Egoyan parle de son film Harara, mélange subtil de fiction et de documents sur le génocide arménien, qui s'adresse évidemment aux Arméniens mais qui a aussi une dimension universelle, et montre que la mémoire des génocides est subjective, qu'elle concerne un groupe mais aussi l'ensemble de l'humanité. Ce passage par ces passeurs de mémoire permet effectivement au sujet de ne pas se piéger dans une culpabilité pesante où domine l'imaginaire des identifications inconscientes aux places de victimes ou de tortionnaires, mais de situer ces accidents de l'histoire à l'échelle de l'humaine inhumanité. Maintenant qu'il peut être vu par le public, je suis soulagé et libre. C'est aussi un exemple de ce que la fiction peut apporter au document, pour permettre d'entrevoir quelque chose du réel. Dans ces mouvements de la mémoire vive, je situerai la possibilité de pouvoir se délester d'une partie de son poids, aussi quand des sujets ne souhaitent pas revoir des camarades de déportation aussi importants qu'ils aient pu être pour leur survie. Je pense à une femme de mon entourage, déportée à l'adolescence pendant 4 ans dans plusieurs camps dont Auschwitz, n'ayant survécu que grâce à la solidarité intense, entre autres, de camarades jeunes et aussi d'un groupe de femmes plus âgées. Elle n'a quitté ses traits de déportée que montrait son visage terriblement émacié, que le jour où elle s'est autorisée à se fâcher avec ses camarades du camp à cause de malentendus ordinaires, et ne plus les revoir. Du coup,
Elle a véritablement changé de tête pour avoir celle d'une dame vivante parmi les autres. Devait-elle porter en elle ce trait d'identification à ses camarades disparus? Jusqu'au jour où le désir de s'occuper de son mari malade, de le garder en vie lui a permis de se séparer d'elle, dans un oubli partiel qu'elle s'autorise enfin dans un retour à la vie. Comme une acceptation que les morts restent avec les morts. Malheureusement, quelques années plus tard a démarré un Alzheimer qu'on pourrait très bien interpréter là comme une sortie psychosomatique de la mémoire de ce qui n'avait pas pu se mobiliser par la parole d'un trop de réel. La montée considérable du nombre de sujets atteints de cette maladie dans cette génération qui a connu la période du génocide perpétré par l'Allemagne nazie et ses complices, ne tient-elle qu'au progrès du savoir diagnostique de notre temps? Ou bien aussi, qu'il vaut mieux oublier le pire avec comme tout élément psychique son support neurologique? Par-delà la discussion sur les bienfaits ou la nocivité de la mémoire d'un génocide, on est bien obligé de souligner ce point qui ressort de la mise en rapport de ces deux signifiants, génocide et mémoire, que celui-ci oppose radicalement quelque chose à celui-là. Le génocide par définition vise à l'effacement total, à faire oublier complètement une population, y compris de ces traces que seraient les sépultures et écritures, aboutissant ainsi à leur deuxième mort évoquée par Lacan dans l'Éthique où il parle de l'entre-deux-morts, ce qui correspondrait à la vie confrontée au génocide, en rappelant la volonté du marquis de Sade que sa tombe soit perdue, cachée dans la nature sans aucune inscription, aboutissant à une disparition totale. La mémoire fait obstacle à cet objectif d'effacement quand elle permet le maintien des signifiants d'identification symbolique des sujets assassinés, à savoir déjà leur nom. C'est ce qu'elle met en œuvre quand les survivants, leurs enfants et ceux des disparus, disent à haute voix les noms qui ainsi continuent à ne pas être effacés. Ils lisent la liste établie par Serge Klarsfeld, des déportés de France disparus près du lieu où se tenait le Veldiv de juillet 1942. Un jeune déporté pouvait dire une fois libéré en Pologne, conserver l'espoir insensé de survivre. Surtout ne pas renoncer. Je m'étais persuadé que si je disparaissais, il n'y aurait plus aucun témoignage. C'est la mémoire ici du devoir de mémoire qui s'impose aux déportés. Imposition qui au moment même du génocide répond à une angoisse infinie de disparition totale du sujet, au-delà de celle de son corps, celle du signifiant qui le représente auprès du monde des signifiants de la mémoire des autres, de son être passé, de sujets annulés. Michel Pachter avant un simulacre d'exécution repense aux paroles de sa mère au moment de son départ définitif en déportation. Que Dieu fasse que notre nom subsiste après ce cataclysme. Sous cet angle, de mémoire du devoir de vivre, en assurant la pérennité du signifiant qui porte l'être parlant, la mémoire met en échec ce qui serait la victoire totale de la pulsion génocidaire, en permettant la transmission du nom pour un sujet qui de justesse a échappé à l'oubli dans le réel auquel de sinistres idoles l'avaient destiné. Le devoir de mémoire implique la mémoire du devoir de parler, penser, savoir que le génocide est toujours possible, passé, présent ou à venir puisqu'il tiendrait fondamentalement à un effet de structure chez l'homme qui fait que son langage ne lui permet pas la saisie du réel? Qu'il n'a de satisfaction que partielle le renvoyant à une incomplétude que certaines circonstances vont rendre réelle et surtout imaginaire, mais inacceptable et conduire à la plus meurtrière des jouissances hors loi. Ce qui implique le devoir de s'en souvenir pour savoir repérer à temps les discours qui annoncent et préparent le phénomène génocidaire dans sa répétition même sous une forme inédite. Mais les souvenirs portés par la mémoire de l'horreur et la crudité de la jouissance expliquent par leur insupportable dimension de réel, que le sujet ne cherche d'abord et pendant une longue durée qu'à s'en débarrasser. Assassins et victimes ont en partie en commun la mémoire de l'horreur, et l'horreur de celle-ci. On pourrait le représenter par deux cercles de l'air qui se recoupent sur un morceau de cercle commun aux deux, l'horreur de la chose en soi, mais bien sûr à des places opposées. Les génocidaires et leurs soutiens étant gênés, ou pas, de ce savoir criminel ou complice au regard de la morale la plus élémentaire universelle. Les uns veulent se débarrasser des souvenirs du trauma fait d'humiliation, d'angoisse, de violence extrême et de deuil, les autres, sauf les vrais pervers, de la jouissance de l'avoir fait subir dans une mégalomanie pulsionnelle. Comment les innombrables nazis médecins, policiers, juges, militaires, hauts et petits fonctionnaires de l'Allemagne hitlérienne ont-ils pu se recycler en Allemands démocrates sociaux ou chrétiens?
si ce n'est en s'arrangeant pour que leur mémoire soit vidée volontairement grâce à l'exploitation ad nauseam du signifiant « j'ai obéi aux ordres », à l'illusion d'un discours où le sujet accepte le fait qu'il en quitte le statut puisqu'au moment où il est interpellé, il répond par son absence. Son acte n'a pas été le sien, mais celui d'un ordre. Élément abstrait dont nul ne sait où il se tient ni ce qu'il dit ou ne dit pas, lieu qui d'un coup dévoile son vide après avoir par un nom signifiant illusoirement plein désigné le tout du un, celui du chef. L'absence de mémoire est aussi surtout un fait inconscient par refoulement, même si consciemment les déportés veulent oublier pour que ça cesse de les persécuter de l'intérieur, alors que les génocidaires veulent que ça soit oublié par les autres qui ainsi ne leur demanderaient plus de compte. Mais la mémoire n'en demeure pas moins comme le sujet, divisée, fragmentée. La mémoire des enfants et celle qui a rapport à eux peuvent contenir des contradictions, voire des luttes intérieures entre les souvenirs et leur oubli quand ils sont trop pénibles. Nous verrons que des enfants ont pu reprocher rationnellement parfois, à juste titre à leurs parents de ne pas avoir pris la bonne décision qui aurait pu leur éviter la déportation. Des adultes se feront reprocher par des membres de leur famille de ne pas avoir fait ce qui était pourtant convenu pour sauver leurs enfants par exemple, en les retirant des centres de l'UJIF qui deviendront des pièges facilitant leur arrestation, puis leur déportation. Ou encore qu'une adolescente d'une famille en fuite dans un pays occupé par l'armée d'Hitler se voit conseiller de fuir plutôt avec d'autres jeunes. Ce qui échouera, et elle sera déportée. Cette culpabilité est compréhensible au regard de l'enchaînement des événements, mais c'est oublier la méconnaissance parfois des conséquences des décisions. Elle tient aussi à la participation inconsciente qui détermine ces décisions. La mémoire des enfants est logiquement prise en défaut par l'historien à propos des repérages de temps et de lieu, dans la mesure où la terreur du trauma lié à la perte de la présence ou de la fonction parentale leur a fait perdre toutes les coordonnées assurées justement par les parents. La mémoire constituée des souvenirs des violences extrêmes ne saurait se délester de l'intranquillité dans les conflits infinis internes et externes qu'elle impose au sujet. Conflits qui s'actualisent dans les perpétuelles polémiques. Maxime Steinberg dans son article montre bien les dangers d'une mémoire qui ne s'articulerait pas aussi au savoir historique, pour déjouer les pièges du négateur dont le discours profite de la volonté de n'en rien savoir. Il insiste sur l'effacement que peut produire la vue du site d'Auschwitz, où seuls les mots peuvent donner à voir au sens d'y entendre quelque chose de ce qu'il a été. Le recouvrement du symbole mémoriel qu'est devenu Auschwitz s'ajoute à celui de la réalité du camp d'extermination qu'il a été surtout pour les Juifs et non de concentration, et du nom des autres camps d'extermination. Y a-t-il un usage simple de la mémoire ? Probablement pas si on est d'accord avec Claude Lanzmann quand il dit qu'on parle trop et mal d'Auschwitz. La clinique du traumatisme vient rappeler aux militants de la mémoire que la répétition inévitable des souvenirs des scènes traumatiques dans la remémoration obligée tourmente les survivants. Freud dit en 1914 que ce qui ne peut être remémoré se répète dans la conduite, sous forme d'action. La mémoire a donc des aspects complexes qui affectent chaque sujet en des points différents de l'histoire de chacun le reliant au fait collectif. Elle ne peut se réduire à une simple injonction, qui en ferait un impératif catégorique dont le souverain bien en serait le corollaire. La mémoire infantile sur un point répond aux mêmes limites que celle de l'adulte, celle qu'impose l'inconscient. Mémoire dont une part déterminante n'est pas soumise, et échappe à la volonté du sujet ou de la collectivité. Ce qui amène au questionnement formulé par Lacan. A-t-on une mémoire ? Peut-on dire qu'on fait plus qu'à dire qu'on l'a, d'imaginer qu'on en dispose ? Faudrait dire qu'on en dispose, on a à dire. Paroles et discours enfouis dans le secret de l'insu de l'inconscient, qu'une écoute psychanalytique pourrait peut-être en faire dépôt pour le sujet. La mémoire n'est pas une possession des sujets. Qu'ils le veuillent ou non, elle est là, plus ou moins accessible à chacun selon son histoire et sa structure psychique. L'effacement en est exclu, et l'oubli ne fait qu'en préparer le retour. Ainsi évoquerai-je un exemplaire retour à la mémoire d'un fils de déporté. Celui-ci n'est autre que l'auteur des livres de pathologie médicale sur lesquels toute notre génération d'étudiants en médecine des années 60 a travaillé. Son fils Marc Perelman a pu dire à quel point la révélation publique par son père Roger Perelman de sa déportation l'avait brutalement affecté. D'un coup, je me suis pris son histoire en pleine figure. Une histoire terrifiante.
Vraiment terrifiant. J'étais bouleversée, il ne nous avait rien dit. Il avait tout enfoui, craignant que le climat familial puisse être contaminé par cette horreur, que cette histoire si lourde pèse sur ses enfants. Mais la chose ayant été dite, dans le fait même du dire plus que du savoir puisque le fils savait déjà avant l'acte public, le fils déjà adulte entend la démarche du père et qu'elle s'adresse entre autres à lui, il était satisfait. Il avait fait ce qu'il convenait de faire. Et sans doute l'avait-il fait pour nous, parce qu'il nous le devait. Le père témoigne de son histoire devant les élèves de son ancien lycée, puis il écrit dans un livre au titre désespéré Une vie de juif sans importance, avant d'être peu après renversé par une voiture allemande, sinistre rappel de la mémoire. Le débat sur le devoir de mémoire paraît donc assez vain puisqu'elle est là. Ce que la justice a entériné en déclarant le crime contre l'humanité, a fortiori le génocide, imprescriptible, toujours en mémoire. La protestation philosophique de Vladimir Jankélévitch a salué cet acte en écrivant « Ni l'essence de l'homme en tant qu'homme. La prescription qui tendrait à l'absoudre au nom de la morale contredit la morale. N'est-il pas contradictoire et même absurde d'invoquer ici le pardon ? Pour le philosophe, le temps ne fonctionne pas ici à l'accomplissement du deuil. Le temps qui favorise le pardon et l'oubli, le temps qui console, le temps liquidateur et cicatriseur n'atténue en rien la colossale hécatombe. Au contraire, il ne cesse d'en aviver l'horreur. Il est en général incompréhensible que le temps, processus naturel sans valeur normative, puisse exercer une action atténuante sur l'insoutenable horreur d'Auschwitz. Il n'est probablement pas inutile de s'interroger sur la question mémorielle des enfants et adolescents victimes de génocide, d'examiner quelques aspects qui concernent cette classe d'âge du côté des génocidaires. Ils sont évidemment pris dedans par le biais de leurs parents acteurs directs ou passifs, et par leur embrigadement dans les structures organisées comme les jeunesses hitlériennes, ou leur enrôlement dans les unités combattantes quand le régime est en train de s'écrouler dans son absurde obstination finale. Ainsi, le futur génocidaire Rudolf Hess, dont le petit-fils aujourd'hui est un militant anti-néo-nazi très actif et qui répond avec colère à la question d'un étudiant qui lui demande comment il aurait réagi en voyant son grand-père, qui l'aurait tué, a raconté un épisode de son adolescence ayant eu un effet de rupture irrémédiable du crédit fait à l'autre de la parole, quand à 13 ans en confession il avoue avoir blessé un camarade en le bousculant. Mais le confesseur est un ami de la famille à qui il dévoile le secret. Les criminels génocidaires, même quand ils reconnaissent leurs actes, ne se disent jamais coupables mais plutôt victimes, dans un strict déni pervers ou une dépersonnalisation liée à l'adhérence au délire collectif où s'est dissoute la position du sujet, comme l'a décrit Freud dans Mason Psychologie. Ou dans la foule fanatisée, le sujet se réduit à un moi identifié imaginairement à tous les autres qui la composent, tous pareils unis en un moi collectif qui ne requiert aucun sujet. Fonction déléguée au chef totémisé supposé la détenir. Ce moi dont l'idéal est réduit à l'objet incarné par ce chef en fait désubjectivé, à l'image en miroir de la foule devenue redoutable par son potentiel criminogène désinhibé. Ceci a été décrit littérairement en posant l'auteur Recanetti comme sujet irréductible autre de la foule dans Masse et Puissance. 2. Destruction de la mémoire, sa négation. La mémoire passive est enfouie plus ou moins loin jusqu'au refoulement même, gêne et trouble. À tel point que certains vont en être les assassins selon la percutante formule de Pierre Vidal-Naquet ciblant les négateurs, négationnistes dans le déni des discours des témoins et de l'histoire au nom de la vérité, énoncée par eux sur le mode paranoïaque. Ce point est tout à fait majeur dans la mesure où le déni porte son coup au point faible de la mémoire dans son rapport au statut même de la parole, quand elle est sommée de faire la preuve de ce qu'elle dit, là où tout témoignage peut être pris en défaut d'inexactitude partielle, sur les dates ou les lieux par exemple, de confusion ou contradiction de par son statut subjectif par rapport à l'exigence du savoir historique. Le sujet du témoignage et celui de la connaissance historique ne sont pas à la même place par rapport à un même réel, la déportation par exemple, et ont affaire à des objets différents. Le document historique pour l'un, sa propre expérience traumatique pour l'autre. Et ce par rapport aux mêmes faits qu'étudient les historiens. Le décalage peut ne pas être réductible, comme ils peuvent aussi se compléter dans l'établissement d'une vérité jamais totalisante.
Le négateur assassin de mémoire est aussi un faussaire de l'histoire avec le danger qu'il décrédibilise le témoin, et l'histoire qui fonde son statut sur la reconstruction raisonnée d'éléments de vérité. Son mensonge dans son hubris se pose comme une croyance qui ressortit du domaine instrumental de la religion ou de la politique, et non pas de la rigueur de la pensée de type scientifique. Le négationnisme est un représentant en acte de discours, de la perte massive d'éthique dans le monde occidental dans la période 1933 à 1946. D'autant plus qu'un génocide est hors norme du pensable. Il est à proprement parler incroyable, ce qu'on se défend de croire comme vrai, de même qu'en face de tout élément traumatique le sujet le refuse, le rejette dans l'impossible, celui du réel justement. C'est toujours ce qui s'entend face à un décès ou une catastrophe, non. Ce n'est pas possible. Cette négation politique se distingue complètement de la Verneinung freudienne constitutive de la construction du fonctionnement de la pensée du sujet, en lui faisant établir les jugements d'attribution et d'existence par rapport aux objets selon qu'il les considère comme bons ou mauvais pour lui. Les mauvais objets sont bien sûr expulsés, rejetés et le sujet peut décider qu'ils n'existent pas. Sauf à penser avec ironie que le négationniste rejette la véracité des témoignages, jusqu'à nier l'existence des chambres à gaz dans la Shoah, parce que l'impact de ce fait réel l'insupporterait profondément au niveau moral. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.